Et on a fini avec les IEC. Donc vous voyez, j'ai passé la très très grande majorité du temps sur les IEC. Et donc ça va être beaucoup plus vite avec les ARA2, parce qu'en fait, on va les comparer au premier. Donc ici, vous avez voilà, 6 molécules. Il y en a 7 commercialisées. La première, c'est le losartan. Et ensuite, ces autres molécules ont été développées. Alors, on va faire un petit jeu de physiopathologie, là, ou de pharmacologie, si vous voulez. Les effets hormonaux. Les effets hormonaux, on reprend exactement le même plan, les effets hormonaux, les effets dans l'hypertension artérielle. Et puis, vous verrez, curieusement, je ne parle pas d'insuffisance cardiaque. On en reparlera. Donc, ça augmente l'ARP, ça augmente l'angiotensine 1, ça augmente l'angiotensine 2, ça diminue l'aldostérone. Ce qui est en rouge, c'est ce qui diffère de ce que je vous ai raconté avec les IEC. Voilà. Pourquoi? Je pourrais vous poser la question. Ça ne serait pas une question très maligne parce que vous n'en avez pas un besoin majeur pour soigner le malade. Mais je vous le raconte exactement comme l'autre fois. Je vous rappelle le rétrocontrôle négatif de l'angiotensine 2 sur la libération de rénine. Eh bien, quand vous donnez un ARA2, vous bloquez les effets, vous bloquez le récepteur AT1, et ce récepteur AT1 que vous allez bloquer sur les organes cibles, par exemple les artères pour bloquer la vasoconstriction, vous allez aussi le bloquer sur la rénine. Parce que vous imaginez bien que si l'angiotensine 2 exerce un effet de rétrocontrôle spécifique sur la libération de rénine, c'est au travers d'un récepteur particulier. Et ce récepteur est un récepteur AT1. Donc j'aurais dû écrire ici, vous voyez, RAT1, voilà, récepteur AT1 de l'angiotensine 2, il est là. Donc évidemment, ça augmente la production de rénine. Et donc ça augmente la production d'angiotensine 1. Et donc ça augmente la production d'angiotensine 2. Tout à l'heure avec les IEC, on bloquait ici. Donc il y avait une diminution de l'angiotensine 2. Alors est-ce que c'est embêtant d'avoir trop d'angiotensine 2? Non. Puisque de toute façon, vous entraînez vous bloquez les effets AT1, qui sont les effets qui nous importent sur la vasoconstriction et sur la sécrétion d'aldostérone. Mais, vous vous souvenez, quand on a parlé de la pharmacologie du système angiotensin-aldostérone, que on se posait la question d'un rôle peut-être bénéfique des récepteurs AT2. Il y a même des récepteurs AT3. Donc les récepteurs AT2 de l'angiotensine 2, on ne connaît pas forcément leur rôle, c'est le sujet, c'est l'adulte, parce qu'on sait que c'est des récepteurs de développement embryonnaire, on ne connaît pas son rôle chez le sujet adulte, et on se dit qu'avec les récepteurs AT2, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Et je terminais mon cours en vous disant qu'il existe une controverse, toujours, sur un effet protecteur qui pourrait être insuffisant des ARA2 sur le myocarde, en particulier sur le myocarde ischémique, peut-être parce qu'on ne bloque pas les récepteurs AT2. Voilà. Donc ce sont des déductions à partir des grandes méta-analyses. Et puis vous pouvez vous dire aussi que peut-être que les récepteurs AT2, on aurait aimé les bloquer. Pourquoi? Parce que les grandes études dans l'insuffisance cardiaque n'ont pas montré d'effet bénéfique des antagonistes des ARA2. L'insuffisance cardiaque n'est pas une indication des ARA2. Quelle en est la cause? Voilà. Est-ce qu'on a mal développé les médicaments? Est-ce qu'on n'a pas donné les bonnes doses? Est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait dans les essais thérapeutiques? Ou est-ce que vraiment, ils diffèrent des IEC par ce manque de blocage des récepteurs AT2? Ou d'autres choses encore. Donc vous voyez que les effets hormonaux, finalement, ça nous amène à bien comprendre. Alors ensuite, la diminution des catécholines plasmatiques, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas d'effet bradykinin. Et donc ce dièse, qui veut dire identique ou égal, et qui est en rouge, diffère de ce que je vous ai écrit pour les inhibiteurs d'enzymes de conversion, parce que de toute façon, là, on ne parle plus d'enzymes de conversion, on ne parle plus de kininase 2. Conclusion, moins de risque d'angioœdème. Pour l'hypertension artérielle,
Le mécanisme, c'est exactement le même que ce que j'ai pu vous raconter avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion. La traduction clinique, ça c'est plutôt une diapositive d'année supérieure. Globalement, c'est comme pour les IEC, elle est supérieure au placebo, elle est dose dépendante, elle est d'amplitude similaire à celle qu'on peut observer avec les bêta-bloquants, les diurétiques, les antagonistes calciques, les IEC. Elle est un peu plus lente d'installation qu'avec les IEC. Elle est additionnelle aux diurétiques, elle est très bien tolérée. Mais la dernière ligne est importante. Excellence, excellente tolérance clinique et biologique. Ce sont les médicaments les plus prescrits dans l'hypertension artérielle, parce qu'ils sont remarquablement bien tolérés. Est-ce que ce sont les médicaments les plus protecteurs? On n'est pas encore complètement convaincu. Les propriétés pharmacocinétiques maintenant. Qu'est-ce que vous devez savoir au point de vue de la pharmacologie moléculaire de la courbe dose-réponse? Presque tous les ARA2 ont une forte spécificité pour les récepteurs AT1, sans activité agoniste partielle. Donc c'est bien, ce sont des bons antagonistes. Ils exercent ce qu'on appelle un antagonisme insurmontable, c'est-à-dire un antagonisme compétitif avec une constante de dissociation très basse, faible vitesse de dissociation. C'est bon, parce que ça veut dire que les récepteurs vont être bloqués longtemps et que même avec des demi-vies relativement modérées, de l'ordre de 10, 11 heures, 12 heures, la durée d'action pourra être longue. Donc retenez, forte spécificité, antagonisme insurmontable, finalement une bonne pharmacologie moléculaire. Les deux médicaments dont je vous parle, parce qu'en fait le troisième ressemble beaucoup, les deux premiers commercialisés, 95-97, vous voyez, c'est des médicaments qui ont 20 ans. Le losartan avait un métabolite actif, il avait une biodisponibilité pas excellente, il avait une demi-vie relativement limitée, très limitée pour la molécule mère et plutôt bonne pour le métabolite, alors que l'irbésartan a montré un vrai progrès, excellente biodisponibilité et longue demi-vie. Voilà. Et chaque fois que je vous montre des données de pharmacocinétique, c'est quand même ça. C'est que retenez bien les progrès des nouvelles classes thérapeutiques. Après, les choses se saturent globalement. Et à nouveau, chaque fois que je vous parle de cinétique, je vous dis attention à l'insuffisance rénale. Démarrer par une moindre dose de départ et ensuite, il n'est pas nécessaire d'adapter. Et chaque fois, on parle d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire moins de 30 millilitres minute de DFG. Insuffisance rénale sévère, nécessitant l'adaptation des médicaments. Et précaution dans la zone 60-30. Les effets indésirables, la tolérance clinique, eh bien, elle est excellente. Pas de différence entre les ARA2 et le placebo pour la majorité des effets indésirables. Donc ça, c'est bien. Pas d'hypotension de première dose, pas d'hypotension orthostatique, pas de phénomène de rebond ou de sevrage, pas plus de troubles de libido, d'impuissance, de tout ce que vous voulez, très important, par rapport aux bêta-bloquants, par rapport aux diurétiques. Voilà. Donc deux exceptions, malgré tout, quelques cas d'angioœdème et de tout, mais de toute façon bien moins fréquentes qu'avec les IEC, parce qu'on ne passe pas par le système bradykinin, ou en tout cas, il y a peut-être quelques phénomènes associés, mais ce n'est pas le phénomène principal. Et puis, pensez toujours à la sténose de l'artère rénale, et dites-vous toujours qu'il est possible que votre patient, de manière exceptionnelle, ait une sténose bilatérale de l'artère rénale, des artères rénales. Et puis éventuellement une sténose unilatérale très serrée. Maintenant, entre les ARA2 eux-mêmes, il n'y a pas de différence. On ne peut absolument pas dire que l'un est mieux toléré qu'un autre. Ils sont tous tolérés de la même façon. Et dernière chose, la tolérance biologique. Pensez à l'hyperkaliémie, exactement le même phénomène.
Hein, et vous comprenez maintenant pourquoi c'est la même chose que les IEC pour l'hypercalémie, parce que c'est une histoire d'artériole efférente. Et vous comprenez pourquoi ce n'est pas la même chose que les IEC pour la toux et les angioœdèmes, parce que c'est une histoire de bradykinine. Et si je ne vous raconte pas ça, vous ne pouvez pas comprendre la différence entre les deux. Il y a pour le losartan quelque chose que vous trouverez dans vos polis ou dans vos bouquins. Le losartan augmente la sécrétion d'acide urique. Les laboratoires ont essayé d'en faire un argument, mais franchement, le losartan n'a pas une demi-vie et une biodisponibilité suffisante pour en faire un ARA2 de référence. Les interactions médicamenteuses, maintenant, eh bien, c'est exactement la même chose qu'avec les IEC, par définition. Avec risque d'hyperkaliémie, c'est tout le système de la balance glomérulaire, hémodynamique. Avec risque de surdosage, c'est le problème du sodium. Et avec risque d'hypotension, c'est la balance, activation du système rénine-angiotensine, hypovolémie. Donc, interaction médicamenteuse, confère IEC. Les contre-indications, c'est exactement les mêmes. La grossesse, 2e, 3e trimestre, la phase aiguë de l'infarctus et les contre-indications relatives. Alors vous voyez qu'ont disparu les antécédents d'œdème de Quincke. Contre-indications relatives, les médicaments hypercalémiants et la sténose bilatérale des artères rénales. Dans les indications maintenant, donc vous voyez que là je vous le fais apparaître en dernière diapo, mais les indications pour les IEC je les avais mis en toute première. Ça nous permet de clore le cours. L'hypertension, c'est un des médicaments les plus fréquents dans l'hypertension artérielle, et l'hypertension artérielle est la maladie la plus fréquente. Deuxièmement, prévention de complications cardiovasculaires chez les sujets à haut risque cardiovasculaire. Là, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais confère IEC, exactement pareil. Et puis néphropathie diabétique avec protéinurie, exactement la même chose qu'avec les IEC. Et vous voyez que l'insuffisance cardiaque a disparu. Donc, toute la discussion sur insuffisance cardiaque ARA2 versus IEC, vous la retrouvez dans le cours que je vous ai fait fin octobre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.